Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï. Dans le vif du sujet avec Anis Moraï. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors, l'actualité de la Tunisie, l'actualité de la semaine, on essaiera de traiter toute l'actualité, tout ce qui s'est passé la semaine dernière et puis ce qui est prévu pour cette semaine, le programme de cette semaine et essentiellement aujourd'hui, le mercredi 23 octobre 2013. Plusieurs événements sont attendus pour aujourd'hui. Tout à fait, Afef, c'est une date qui est très importante pour la Tunisie, le 23 octobre. Cela fait 2 ans que nous avons donc élu une Assemblée nationale constituante. Et après ces 2 ans-là, donc le constat est là. Il y a une impasse en Tunisie entre les différents belligérants de différentes sensibilités politiques. Et aujourd'hui démarrera le dialogue national qui servira donc à décompter peut-être la situation. Je dis peut-être parce que rien n'est gagné au préalable. Et cette journée paraît une journée totalement intéressante au vu des événements qui vont y avoir lieu. Donc le démarrage dans l'après-midi du dialogue national, l'appel de l'opposition à des manifestations donc grandioses pour faire pression donc sur le gouvernement pour qu'il démissionne, et aussi un conseil de ministres exceptionnel qui sera présidé par le chef du gouvernement, qui donnera après ce conseil de ministres donc une conférence de presse à 11h pour statuer sur donc le comportement de ce gouvernement, ce qui va demeurer, ce qui va donc démissionner, ce qui va poursuivre la feuille de route, ce qui va conditionner donc son départ comme il a déjà fait, et j'espère que tous les Tunisiens de différentes sensibilités politiques essayent d'oublier leur tiraillement de politique politicienne et pensent à l'avenir de la Tunisie, parce que vraiment la situation devient intenable et je dirais les prémices d'une tension irréversible semblent là. Et oui, Anis, c'est le moment ou jamais d'être unis. Et puis tout au long de notre émission, on essayera de faire intervenir avec nous des intervenants, des invités de différents partis politiques pour prendre leurs avis ou bien pour essayer de discuter avec eux et voir leur lecture et leur analyse de la situation actuelle. Et on commence avec notre premier intervenant pour aujourd'hui, M. Mohamed Sami Triki. Il est membre du bureau politique du parti Ennahda. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'RTCI. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Mohamed Sami. Donc, bonjour Anis. Bonjour. Donc, hier, vous étiez donc au centre d'une petite polémique dans les médias tunisiens, n'est-ce pas? Oui. Bon, permettez-moi de dire que c'est vrai, normalement, je ne sais pas, est-ce que je devrais faire directement une mise au point ou tout d'abord expliciter ma prise de position. Permettez-moi de dire que le parti, le mouvement Nahda, réitère son adoption en toute bonne volonté de la feuille de route établie par le quartet et ne revient pas sur ses engagements malgré, tu sais, les campagnes acharnées d'une certaine opposition qui entretient le doute et cherche à semer la discorde pour mettre en échec le dialogue national et saper toutes les convenances qui sont âmes sous bon augure. Par principe, notre parti ne recuse pas la feuille de route et c'est à l'épreuve de son exécution que certaines difficultés apparaissent et nécessitent des aménagements susceptibles de faciliter la progression et la réalisation. Bon, dans ce sens, une mise au point est nécessaire concernant les déclarations qui m'ont été attribuées hier soir, même selon lesquelles le président du gouvernement s'apprête d'un instant à l'autre, ce jour même, à démissionner. Ce n'est pas ce que vous avez dit donc dans un média visuel et qui a été rapporté par un média audio. Non, c'est pas ce que j'ai dit exactement, mais ceux qui ont colporté cette information n'ont pas fait la différence entre l'intention et l'acte consommé. C'est la confusion qui a entraîné une interprétation tendancieuse. Le parti a toujours insisté sur la nécessité des simultanéités des tâches à accomplir et des itinéraires à suivre. Tu sais, tel que la proclamation du parachèvement de la rédaction de la Constitution, la formation de l'ESI sont plus tardées, la fixation des rendez-vous des élections sans atermoiement, et
c'est à ce moment-là seulement que le gouvernement actuel démissionnera, bien entendu, pour que le gouvernement qui prendra de l'élève aurait été conventionnel concernant sa composition, ses fonctions et la durée de son exercice. Mohamed Semitri, j'ai dit que oui. Ce jour pourrait avoir l'annonce de la démission. Mais donc vous utilisez le conditionnel, c'est bien ça? Pardon? Vous utilisez le conditionnel? Oui, le conditionnel, exactement. Voilà. Donc si j'ai bien compris, et on peut comprendre donc un peu les médias tunisiens face à ce discours de Nahda, parce que Nahda parfois dit la chose et son contraire. Et là, écoutez, donc c'est ce qu'on vous reproche. C'est peut-être aussi une politique de communication qui est assez, donc je dirais, qui a donné ses fruits jusque-là. Mais vous avez toujours fustigé donc des propos qui n'ont pas été donc selon vous relatifs à votre position. Je parle du parti, je parle pas de vous directement, Mohamed Semitri. Et donc là, vous, dans les coulisses de votre parti, est-ce qu'Ali Laraïev, et donnez-nous un scoop, est-ce qu'Ali Laraïev donc va démissionner aujourd'hui ou va pas démissionner? Selon la feuille de route elle-même, l'Araïev, aujourd'hui, ne démissionnera pas. C'est-à-dire, normalement, c'est à lui d'annoncer sa démission, mais c'est pas la démission finale. C'est-à-dire, c'est après 3 semaines que l'Araïev, normalement, selon la feuille de route, établie par le quartet, que l'Araïev démissionnera. Je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, on impose la démission de l'Araïev ce jour même. Aujourd'hui, s'il y aurait quelque chose, il y aurait une annonce de sa démission, et je pense que c'est la feuille de route établie que parle de cela. Donc je ne sais pas pour quelle raison. Oui, mais la feuille de route, c'est Métri qui vous dit. Et on exige une démission. Oui, plus simple. Et aujourd'hui, et ce jour même. Donc, je vois mal pour quelle raison on pousse pour cette logique. Donc. Oui, mais écoutez, Semitri, on peut comprendre aussi que si vous dites nous sommes donc tout à fait conscients de cette feuille de route à laquelle nous adhérons parfaitement. Là, cette feuille de route là indique clairement que le gouvernement Ali Laraïev devrait démissionner donc dans 3 semaines à partir donc du démarrage du dialogue national. Ce démarrage du dialogue national donc va avoir lieu cet après-midi, et en fonction de cela, normalement Ali Laraïev devrait annoncer donc sa démission aujourd'hui pour les 3 semaines qui viennent. Mais maintenant, si vous dites que Ali Laraïev ne va pas démissionner et en quelque sorte il va conditionner sa démission par l'achèvement des travaux de la Constituante, l'achèvement des élections de l'ISI, là, je pense que pour l'opposition, elle va vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on est en train de tourner autour du pot sans réellement entrer dans le vif du sujet et actionner réellement cette feuille de route. Surtout qu'en contrepartie, vous avez la certitude légale, et je dis même paraphé, des élus de l'Assemblée nationale constituante retirés qui sont d'accord, je dis bien formellement, ils se sont engagés par écrit par rapport à ça, donc à réintégrer, donc à retourner au bercail de l'Assemblée nationale constituante. Oui, qui dit le contraire. Je dis que s'il y aurait une démission, elle serait dans quelques semaines, selon la feuille de route. Aujourd'hui, s'il y aurait quelque chose, il y aurait une annonce de la démission. Contrairement à ce qu'on est en train d'avancer, qu'aujourd'hui, Ali Laraïev devrait démissionner. Là, c'est toute la confusion faite, ce qui a entraîné des interprétations d'un côté à l'autre tendancieuses. Donc, il faut faire la différence entre l'intention, c'est-à-dire l'annonce de la démission, et l'acte consommé, c'est-à-dire la démission qui aurait dans quelques semaines selon la feuille de route établie par le quartet. Donc, et si je lis la démission finale a des tâches à accomplir et des itinéraires à suivre, c'est-à-dire que même la feuille de route qui normalement devrait être discutée sur quelques détails et l'exercice a prouvé que réellement il y a des difficultés, qu'il y avait des difficultés, donc en fin de compte notre prise de position était juste, et c'est pour cette raison que nous lions la démission finale par la proclamation de parachèvement et
je m'excuse, la programmation de parachèvement de la direction de la Constitution, la formation de l'usine et les autres étapes. Oui, mais c'est métrique, excusez-moi. C'est pas contradictoire, permettez-moi, Annie, ce n'est pas contradictoire à la feuille de route. Contrairement à ce qu'on pense, il y a, c'est vrai, une discussion sur le délai final de la définition réelle. Ça n'empêche pas que c'est en débattant qu'on pourrait arriver à une solution lors du dialogue national. Oui, mais c'est métrique, excusez-moi, là vous êtes en train d'avancer des conditions qui peut-être deviennent draconiennes pour cette démission-là, surtout que nous avons remarqué depuis quelque temps un certain zèle de certains élus donc de la majorité, notamment donc du parti Nahda et les partis, ces partis donc satellites, je parle essentiellement du CPR, parce que le Takat n'est pas concerné par ça, qui disent qu'on ne reconnaît pas donc le dialogue national et tout devrait être fait dans le cadre de l'ANC. Et donc si je conjugue le conditionnement de la démission du président du gouvernement avec ce zèle-là, là, je dis encore, au risque de faire une petite redondance, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que si ces élus-là, qui normalement devraient être disciplinés, et on connaît très bien donc la discipline au sein du parti Nahda et leur sens, je dirais, donc de suivre ce qui se passe au niveau démocratique des institutions de ce parti-là, on comprend mal qu'il ne s'agirait pas d'une manœuvre politique visant à retarder donc le dialogue national et la pérennité donc du coup de ce gouvernement-là. Non, écoutez, si on parle de manœuvre politique, moi je dis que la manifestation qui aurait à avoir... Là, vous éludez ma question, c'est métrique. Là, vous éludez ma question. Je vais vous répondre, je vais vous répondre parce que si à chaque fois on interprète les propos de quelques Nahdaouis ou de quelques députés en la tête de manœuvre, moi je dis aussi que aujourd'hui même, la manifestation qui aurait lieu, ça rentre dans la politique politicienne et bon, même si ça ne nous gêne pas, mais quand même, je trouve pas, je dis contre quoi et contre qui, pour moi c'est une manœuvre, c'est pour... Oui, mais bien sûr, mais vous répondez pas à ma question. Là, je dis comment... Je vais vous... Oui. Patienter un peu, oui. Anis. Je vais vous répondre. Moi, je ne trouve pas de manœuvre. Moi, j'ai bien dit que notre parti réitère son adoption en toute bonne volonté de la feuille de route. C'est vrai, l'ANC, les députés de l'ANC ne sont pas un corps exécutif quand même. C'est des gens qui devraient être respectés et que, à travers, et même lors du dialogue, on est d'accord là-dessus, c'est à travers de l'ANC que tout se passera. Il y aurait bien sûr des pourparlers avant de rentrer à l'ANC, mais aussi l'ANC, c'est des gens respectueux, et c'est pas seulement à l'intérieur de l'ANC qu'il y a des députés de Nahda, il y a des députés de Nahda et il y a d'autres députés. Oui. Il faut mettre dans l'esprit que ces gens-là devraient, on doit les respecter tout le monde, et on ne doit pas leur imposer un dialogue qui est hors le poids de l'ANC, en fin de compte. Il faut comprendre aussi que le dialogue, il y aurait ses aboutissants, mais c'est une opération complexe qu'on devrait tout le monde adhérer pour pouvoir arriver en fin de compte à résoudre cette crise et aller vers le gouvernement attendu. Oui. Donc, en fin de compte, Anis, tu vois bien que réellement, quand nous avons dit que la feuille de route trouvera où elle va avoir des difficultés, on est devant le fait. On est réellement devant le fait. Et on a vécu des difficultés qui ont nécessité de pourparlers pour pouvoir annoncer le démarrage même aujourd'hui de la feuille de route et du dialogue national. Donc, en fin de compte, où réside la contradiction et où réside la confusion? Je pense qu'il faut laisser passer cette logique qui sème à chaque fois et qui essaie de semer le doute en toute notre action. On adhère en toute bonne volonté, personne nous impose sa propre logique. Des manifestations n'ont pas de son, je peux dire même contre quoi
c'est peut-être des gens qui sont là pour proclamer leur joie par rapport au 23 octobre. C'est le 2e anniversaire. Non, écoutez, Anis, c'est pas des gens qui font seulement cette manifestation. Hier, on a assisté à des actes des partis qui poussent vers cette manifestation. Et il est regrettable maintenant que je dis que les ténors de la politique politicienne, plus tard, sans nous gêner par parce que nous sommes dans une démocratie réelle, une manifestation, une prestation, et je dis encore contre quoi, mais disons plutôt contre qui. Et je laisse la réponse au bon entendeur. D'accord. Juste une dernière question, c'est Mohamed Semitriq et je vous laisse donc vaquer à vos occupations. Le dernier communiqué de Nahda relatif donc aux événements de Gbolat. Personnellement, j'ai relevé donc une phrase que je n'ai pas bien saisie. Votre communiqué de Nahda parle de faits criminels. Il condamne les faits criminels, mais ne parle pas de faits terroristes. Oui. Est-ce que cela vous paraît donc proportionnel à la menace que confronte la Tunisie par rapport au terrorisme? Juridiquement, un acte terroriste est qualifié d'un acte criminel. Donc, je trouve. Mais, disons, l'acte criminel, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on qualifie l'acte de criminel. C'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas non seulement acceptable, mais encore plus fort, c'est criminel. Oui, mais c'est Mohamed Semitriq. Excusez-moi, là vous empiétez sur un domaine que je connais aussi. Hein? Oui, donc, je le connais aussi puisque je suis avocat. Donc, tout à fait. Vous êtes un éminent avocat aussi. Tout acte terroriste est qualifié d'acte criminel. Donc, pour un acte criminel, on applique donc le code pénal. Pour un acte terroriste, on applique la loi relative au terrorisme de 2003, si ma mémoire est bonne et si ma compétence est avérée. Et donc là, je pense que la loi relative au terrorisme, si on reste sur ce domaine-là, excusez-moi, c'est Mohamed Semitriq, donc si on reste sur ce domaine-là, elle est plus, je dirais, contraignante et elle est plus, je dirais, liberticide par rapport donc au code pénal. Et je trouve réellement que cette nuance qui a été faite dans le communiqué de Nahda a une importance cruciale par rapport à l'appréhension, par rapport donc à l'interpellation du fait que connaît donc la Tunisie par rapport à ce terrorisme. Non, je pense que c'est un peu poussé vers l'avant. Écoutez, Anis, je dis une chose. Écoutez, je vais dire une chose. Oui, pour moi, il est autant regrettable que certains ne font pas la part des choses et ne savent pas mettre l'intérêt du pays au-dessus de toutes les différences. Surtout que nous sommes, comme tu dis, appelés à mettre la main dans la main pour faire face au terrorisme qui menace tout le monde. L'appeler criminel, terroriste, tout, c'est des actes maintenant qui menacent la patrie, menacent notre unité, menacent le dialogue national. Il n'y a pas de doute là-dessus que nous considérons ces actes comme actes terroristes. Déjà, la reine est l'un des personnages menacés par le terrorisme. Donc je pense pas que nous sommes si... D'accord, c'est Mohamed Semitriq. Voilà. Donc, allez, bonne journée, Annie. Merci d'avoir accepté notre invitation donc à participer dans cette émission. C'est Mohamed Semitriq. Donc, c'est toujours avec plaisir qu'on vous retrouvera pour nous donner donc encore des informations à propos de votre parti avec autant de panache, Afef. Oui. Merci beaucoup. Merci, si Mohamed Semitriq. Je rappelle, vous êtes membre du bureau politique du parti Nahda. On retrouve, là, on va passer juste une petite pause. Et 8h passées de 38 minutes sur les ondes d'RTCI. Dans le vif du sujet, continue toujours sur la 98.2. On continue, Enis, nos interventions, notre discussion par rapport à cette journée du 23 octobre. Et avec nous en direct, Monsieur Mohamed Msaad, membre du parti politique, membre du bureau politique du parti Attakatel. Bonjour, si Mohamed et bienvenue sur les ondes d'RTCI. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci Mohamed, bonjour. Bonjour Anis, ça va? Très bien, merci. Mohamed Msaad, aujourd'hui va démarrer le dialogue national, donc l'après-midi de ce 23, je dirais mémorable pour les Tunisiens. Hein. Et on a remarqué une certaine gêne
par rapport donc au comportement de certains élus au niveau de l'Assemblée nationale constituante, relatif donc à la Troïka essentiellement, qui, je parle du CPR et du parti Nahda, qui ne semblent pas accepter que ce dialogue national se déroule en dehors de la coupole donc de l'ANC. Lobna Jribi a déjà mentionné donc sur sa page Facebook le lundi dernier un statut selon lequel donc ce n'est pas responsable de donner son accord et que d'un autre côté donc on ne le respecte pas. Nice, c'est toute la difficulté de la situation actuelle. Il faut rappeler que le dialogue national est l'aboutissement d'une crise politique jamais traversée par notre pays, qui a mis en péril tout le processus de transition démocratique. Certains élus, surtout de la part du parti au pouvoir, estiment que peut-être ils sont en train d'être volés de leur légalité. C'est une égalité électorale, il faut le rappeler, acquise le 23 octobre 2011, et aujourd'hui nous fêtons le 2e anniversaire de cette fête. Mais nous, Hizb al-Takatul, on disait que c'est vrai, et la légalité électorale, elle prime sur toute l'égalité, mais aujourd'hui peut-être qu'elle n'est plus suffisante vu le parcours qu'on a vécu. Il y a vu les actes terroristes, qu'aujourd'hui, pour le bien du pays, et si vraiment faire des fondations solides à notre future démocratie, qu'il est temps peut-être que tout le monde s'assoie autour du même table, que les gens tendent la main les uns vers les autres. On trouve anormal le fait que des partis qui s'engagent sur une feuille de route, dont les députés peut-être ne respectent pas à la lettre cette feuille de route. Là, en tant que Hizb al-Takatul lundi, on était dans une réunion préparatoire aux travaux pour résoudre le problème épineux de l'ISI. On sait tous que l'ISI doit être constitué au bout d'une semaine après la date du début du dialogue. On sait tous aussi que c'est très difficile vu ce qui s'est passé avec les derniers jugements émanant du tribunal administratif. Il fallait faire quelques travaux préliminaires. Lundi dernier, les élus du groupe Nahda ont essayé de perdre du temps, et nous, en tant que Takatul, on a dit non, stop, on ne peut pas continuer comme ça. C'est l'entame d'un dialogue que tous les Tunisiens attendaient, dont les résultats vont être alors là déterminants pour l'avenir de notre pays, pour sa stabilité, et l'impact va être vu au niveau politique, économique, social, partout, à tous les niveaux. Donc c'est pour cela que notre position à travers l'Obla Jilib avec Simoul Diriyah et Gel Bouzid a été tranchante. Il faut rappeler aussi notre position du post-23 octobre 2011. On était le seul parti qui a dit qu'on ne peut pas écrire une constitution sans qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Malheureusement, on n'a pas été écouté. Aujourd'hui, on trouve que tout le monde cherche cette solution, et tant mieux pour le pays. Il faut rappeler aussi notre position pendant les 2 derniers mois. Nous sommes le parti qui a accepté intégralement la feuille de route dès le premier moment. Notre secrétaire général, qui est en même temps le président de l'ANC, a été le principal soutien à M. Hossein Abbasi à l'UJTT. Il faut tout rappeler ça. Il a été un vrai équilibriste entre des tendances et certains extrêmes parfois qui tiraillaient le processus et qui ne voulaient pas de ce consensus national. Voilà notre position. Mohamed Msaad, vous essayez d'expliquer un peu donc le rôle qu'a joué Takatul dans cette délicate phase de transition démocratique. On a peut-être quelques réserves par rapport à ce que vous dites, mais bon, ça, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais hier, dans une intervention télévisée, le rapporteur général de la Constitution, il a miroité quand même des difficultés relatives à la mise en place de cette feuille de route-là, disant que la mise en place de cette feuille de route a été plus politique que juridique. Et là, il estime que si nous avions eu des difficultés par rapport à la mise en place de l'ISI, qui n'a pas encore été effectué, Rafef, et on a pris plus qu'une semaine par rapport aux travaux donc préparatoire de cette ISI, vous venez de le confirmer, c'est Mohamed Msaad. Qu'en est-il réellement de ce qui va se passer par rapport aux travaux donc relatifs au parachèvement de la Constitution et aussi parachèvement de la loi électorale? Là, l'annonce a été, la couleur a été annoncée selon le rapporteur général de la Constitution. Il serait impossible de respecter les délais donc de 1 mois pour que tout se termine et s'achève avec en prime donc la Constitution mise en place et votée, et aussi la démission de ce gouvernement. Certes, je partage le fait que la feuille de route est très ambitieuse.
axé sur l'aspect politique et n'a pas vraiment tenu compte de certaines difficultés de point de vue légal, mais aussi administratif et procéduriel. Un mois, il faut qu'on soit peut-être honnête et qu'on soit franc. Peut-être on aura des difficultés à respecter intégralement les dates précisées par la feuille de route. On a pris du type easy à tous les niveaux, peut-être au niveau de la validation de la Constitution, peut-être au niveau de l'écriture de la loi électorale. N'oublions pas que cette fois-ci, la loi électorale, elle va parler de plusieurs élections, surtout, elle va parler des élections législatives, mais aussi présidentielles. Donc on aura 2 lois électorales avec des spécificités. Je ne crois pas que 2 semaines vont suffire, sauf que si on est à l'entame d'un dialogue national avec un consensus et où tout le monde va agir positivement, normalement on trouvera à chaque étape, à chaque difficulté ou blocage, on trouvera le consensus nécessaire pour dépasser. Et ici, c'est la bonne volonté de tous les partis qui va être mise en rude épreuve. N'oublions pas que le peuple tunisien sera témoin de tout ce qui va se passer au sein de ce dialogue national. Ça va être des semaines cruciales. Donc il n'est pas dans l'intérêt d'un parti en particulier, peut-être, de profiter de ces blocages pour peut-être mettre à mal le dialogue national et pour le faire capoter. Oui, mais Mohamed El Sayed, excusez-moi de vous interrompre. Là, la difficulté énorme, actuellement, c'est la démission du gouvernement Ali Larif qui conditionne cette démission par le fait que le travail doit être parchevé. Et donc, si on comprend bien la situation, là, ce gouvernement-là, qui a promis donc de démissionner une fois la feuille de route, une fois le dialogue national démarrera, dit clairement, selon donc son porte-parole et le chargé de communication au sein de la présidence du gouvernement, que ce gouvernement-là ne démissionnera pas tant que la Constitution, je dirais, la Constitution donc ait été adoptée finalement et promulguée par donc le président de la République. Et là, on risque de faire de la surplace depuis quelque temps pour les raisons que je viens d'invoquer. Ça va être un problème, il faut certes, parce que le parti Nahda appelle à lier la démission du gouvernement du processus constitutionnel et la validation à la 4e semaine de la Constitution. Peut-être qu'on verra des difficultés au niveau de cette date, mais je vais apporter une nuance. Le gouvernement va annoncer sa démission et normalement ça va se faire aujourd'hui à l'entame du dialogue. Ensuite, normalement, il est obligé de démissionner à la 3e semaine. À la 3e semaine, évidemment, il va avoir à chaque semaine, c'est déjà lent, les semaines vont être déjà lents. Il va avoir évaluation de l'avancée du dialogue national. La première semaine, on va évaluer, est-ce qu'on a le nom du futur chef de gouvernement, un nom consensuel ou non, et est-ce qu'on va pouvoir compléter l'ISI. La 2e semaine, ça va être la loi électorale. La 3e semaine, la démission du gouvernement, et la 4e semaine, la validation de la Constitution. Et bien évidemment, la 3e semaine, on va voir si les travaux de la validation sont avancés ou non. Mais la nuance, elle est au niveau du fait que le gouvernement peut démissionner à la 3e semaine, mais restera un gouvernement de gestion des affaires courantes. C'est-à-dire, dans la feuille de route, le gouvernement des technocrates, ou comment on pourra l'appeler, ne prendra ses fonctions que la 4e semaine, de façon concomitante avec la validation de la Constitution. Et là, peut-être qu'on pourra avoir du retard, j'espère que non, mais on pourra avoir du retard. De toute façon, l'actuel gouvernement sera toujours là pour gérer les affaires, mais il est démissionnaire. Donc il est démissionnaire. Moi je vais vous demander donc une interrogation qui m'effleure l'esprit. Si ce gouvernement-là qui annonce, parce qu'il a annoncé déjà donc sa démission depuis quelque temps, et l'a conditionné, ben c'est ça, son existence réside dans le fait qu'il ne démissionnera que lorsque donc la Constitution sera parchevée. Est-ce que vous, en tant que parti politique, membre de la Troïka, est-ce que vous allez retirer vos ministres donc au bout des 3 semaines? Nous, en tant que parti Takat, on était clair. Nous, on est pour le respect intégral de la feuille de route. C'est-à-dire nous, on est pour le respect des dates des 3 semaines, des 4 semaines, toutes les dates, tous les jalons, que ce soit au niveau de nos députés et nos élus qui vont travailler sur la loi électorale, l'ISI et la validation en Constitution, que ce soit par rapport à nos ministres qui sont obligés de démissionner à la 3e semaine. Donc, si j'ai bien compris, si on avance ou on n'avance pas, donc après 3 semaines, vous retirez vos ministres, c'est ça? Sauf que,
le problème du non-respect des dates, c'est un problème collectif, il ne concerne pas uniquement Hizb al-Takatul, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, si on va voir du retard, tous les partis qui sont dans le dialogue national trouveront des solutions communes. Je dis bien communes. Et nous, on ne bloquera en aucune façon l'application de cette feuille de route. S'il faut que nos ministres démissionnent, ils démissionneront. Mais ça ne va pas être un acte isolé de Takatul, ça va être une décision commune de tous les partis participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci, Si Mohamed. Et j'aimerais ajouter que c'est une double fête aujourd'hui. C'est aussi un souvenir des premières élections auxquelles on a participé, mais surtout, c'est la fête du dialogue national. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois que toutes les tendances seront autour d'une même table. Il faut vraiment fêter ça. Il faut que ça réussisse. On n'a aucun plan B. C'est pour cela qu'il y a une fête grandiose à l'Avenue, apparemment. Hein. Donc c'est pour ça que les Tunisiens vont descendre à l'Avenue. Hein. Tous les ont le droit de s'exprimer tant que c'est pacifique. Voilà. Merci beaucoup, merci. On les félicite. On les félicite. Merci, Mohamed. Merci, Si Mohamed Msaad, membre du bureau politique du parti Takatul. Juste une petite pause et on reçoit notre troisième invité pour aujourd'hui. Troisième et dernière partie de l'émission dans le vif du sujet. Nice, notre troisième invité pour ce matin, toujours pour discuter de cette journée d'aujourd'hui, le démarrage du dialogue national avec nous. Ici au studio, M. Mahdi Benrarbi, élu retiré de l'Assemblée nationale constituante et membre du bureau politique du parti de l'Alliance démocratique. Bonjour et bienvenue sur le compte Bonjour tout le monde. Oui, ça se voit qu'elle a commencé la journée sur les chapeaux de roue, Marzia. Donc aujourd'hui c'est le démarrage du dialogue national. Mahdi et vous, avec votre parti, l'Alliance démocratique, vous avez été au four et au moulin par rapport à ce dialogue national, surtout dans les coulisses pour rapprocher un peu les points de vue. Mais on se voile pas la face, il y a beaucoup de difficultés, Mahdi Benrarbi, par rapport au démarrage de ce dialogue national, et notamment la question épineuse donc de la démission du gouvernement. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on va conditionner réellement donc la démission du gouvernement avec le démarrage du dialogue national? D'accord. Donc au début, je voudrais parler de deux choses. Aujourd'hui, c'est le 23 octobre. Ça fait 2 ans qu'il y a eu les premières élections démocratique, libre et transparente en Tunisie. Le bilan de ces 2 années est certes vu de plusieurs angles selon la position de chacun. Nous, dans l'Alliance démocratique, nous pensons que durant ces 2 années, il y a eu des échecs, énormément d'échecs à l'Assemblée à la constituante, dans l'action gouvernementale, dans la gestion du pays, etc. Donc, c'est à nous d'évaluer tous ces échecs-là et d'en tirer les conclusions. Mais aussi, il faut dire qu'il y a aujourd'hui un acquis en Tunisie, c'est qu'il y a 2 ans depuis qu'on a eu cette révolution, 3 ans qu'on a eu cette révolution et 2 ans qu'on a eu ces élections-là, et encore, malgré la montée du terrorisme, malgré la criminalité, malgré les problèmes sécuritaires, on garde toujours une paix civile en Tunisie, un État. Parce que dans d'autres expériences, l'État a été vraiment désintégré, et quand même, on n'est pas il n'y a pas d'intervention des bots, il y a quand même encore une société civile et un tissu politique qui est en train de dialoguer difficilement, mais c'est en train d'être fait. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sortent dans la rue pour fêter ça, pour contester aussi pour le départ du gouvernement, pour demander ce départ du gouvernement. Mais les gens et l'opposition qui demandent le départ du gouvernement, ce n'est pas une fin en soi que ce gouvernement-là parte, mais c'est réellement donner et doter le pays de tous les moyens, les éléments pour pouvoir continuer cette transition démocratique, garder cette paix civile, et surtout aller vers des élections qui sortiront de cet état transitoire qui dure depuis des années, qui pousse le pays dans l'immobilisme. Dans l'Alliance démocratique, nous croyons qu'il n'y a pas d'autre solution
que le dialogue. C'est difficile, c'est épineux, ça a des succès mais des échecs aussi. Mais est-ce qu'il y aurait une autre alternative? Donc c'est ce qu'on dit à tous nos détracteurs, qu'ils soient dans la troïka qui gouverne, mais aussi chez certains amis de l'opposition, pour dire qu'on n'a pas l'autre choix. Quand on a dit ça le lendemain de la mort du martyr de Mohamed Brahimi, on avait les larmes aux yeux. D'un côté, il y avait la troïka et tout ce camp-là qui pensait que rien ne s'est passé dans le pays et qu'on défendait encore aveuglement une légitimité qui, pour nous, était vraiment très détériorée depuis un moment. Et il y avait aussi de certains amis de l'opposition qui demandaient la dissolution pure et simple de la constituante et l'arrêt de ce processus transitoire. Et ouvrir réellement la boîte à Pandore parce qu'il n'y aurait que de l'inconnu. Aujourd'hui, la position qu'on a exprimée le 26 s'est transformé en initiative de l'UGTT, après du quartet, et aujourd'hui on a presque un consensus de toute la classe politique. Il y a 2 semaines de ça, quand il y avait le début du dialogue national, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Est-ce que Nahda va signer, ne va pas signer, etc. Je pense que nous, parmi d'autres, on a essayé de travailler médiatiquement, mais surtout en coulisses, chose qu'on est en train de faire jusqu'à hier, donc, pour réunir les belligérants et convaincre Nahda de signer ce qu'elle a fait. Après, c'est vrai que on est un peu, comment dire, on est un peu gêné par ce double discours, triple discours, exprimer une décision, une prise de position et le contraire, etc. Mais malheureusement, en politique, ça se fait comme ça. Donc, c'est pas des partis politiques qui, maintenant, avaient peut-être 30 ans d'existence, mais travailler comme ça dans la démocratie, en plein jour, pas dans la clandestinité, ça fait 2 ans. Et nous, on se dit que nous, ce qui nous intéresse, c'est sortir de cette crise. Sortir de cette crise ne peut se faire qu'avec le dialogue. Le dialogue doit inclure Nahda, qui est un élément et un parti incontournable. Et après, il faudrait construire là-dessus. Et je me dis aujourd'hui, nous, en tant que politiciens, en tant que chef de file de nos partis politiques, on doit s'aider mutuellement contre les appareils de nos partis. Aujourd'hui... Madi Baragbe, excusez-moi de vous interrompre parce que le temps... pour répondre à votre question. Pour répondre à une question que beaucoup de monde se pose, qui est, je pense, la clé de cette journée-là. Vous avez signé, donc, vous, les élus, vous faites partie des élus qui sont retirés de l'ANC, donc un engagement selon lequel, si la démission du gouvernement est annoncée, là, vous allez donc réintégrer les bancs de l'Assemblée nationale constituante. Or là, il y a un problème avec la démission du gouvernement. Selon certains observateurs, le chef du gouvernement ne va pas annoncer donc la démission, mais dira que la démission sera effective dès qu'on termine, qu'on parachève donc la Constitution. Est-ce que vous allez revenir donc à l'Assemblée nationale constituante malgré donc que la démission ne sera pas effective à partir d'aujourd'hui? Écoutez, Anis, on a raté 2 mois, presque 3 mois. Ça fait 3 mois que Mohamed Brahimi a été assassiné. Donc 3 mois où le pays vit une très grave crise politique. Finalement, tout le monde s'est mis d'accord autour de l'initiative du quartet. L'initiative du quartet dit clairement que M. Ali Lareg ne va pas présenter sa démission aujourd'hui. Il va annoncer le principe de démission. Cette démission-là sera réellement annoncée dans 3 semaines. Et avec un délai de constitution donc, qui se termine dans 4 semaines et une easy qui devrait se terminer en cette première semaine. Ce qui semble difficile sur le plan pratique. Non, écoutez. Tout semble difficile. C'était encore impensable que des gens comme Nahda et Nidetoun se mettent autour d'une table il y a 2 mois de ça. Nous, dans l'Alliance démocratique, on est peut-être un peu naïfs, mais on s'est toujours dit que ce combat-là qui divise le pays en 2 est un véritable combat pour le pouvoir, et c'est légitime. Il ne devrait pas, en conséquence, avoir un revêtement culturel et civilisationnel et diviser ce pays en 2. Rappelez-vous, à Nice, il y a 2 mois et demi, il y avait des gens à Bardou qui scandaient la mort à Ranouchi et des gens à Kasbah qui scandaient aussi la même chose à Sibej Qaït. Ce qui, finalement, quel avenir, quelle perspective on pourrait avoir avec ça. Aujourd'hui, tout ce beau monde-là est autour d'une table. Après, c'est difficile vraiment de faire une easy en 1 semaine. Mais est-ce qu'on a l'autre choix? C'est difficile de discuter et ce sera très lent et très hard, très difficile de pouvoir parler, de composer ce nouveau gouvernement sur lequel nous travaillons. Mais est-ce qu'on a un autre choix? Ce sera très difficile de peaufiner cette constitution en 4 semaines, sachant que ça fait 2 ans qu'on est en train de galérer. C'est difficile. Mais est-ce qu'on aurait un autre choix? Donc aujourd'hui,
pour être constructif, dans l'Alliance démocratique, nous pensons qu'on n'a pas d'autre choix et du coup, il faudrait tout conjuguer les efforts de tout le monde et aider les chefs de parti contre leur appareil, leurs militants, etc. Et surtout convaincre les Tunisiens et les Tunisiens qu'on n'a pas d'autre choix. Et l'autre chose sera quoi? C'est s'exclure mutuellement et partir dans le chaos. Donc aujourd'hui, nous pensons que c'est réalisable. Aujourd'hui, il y aurait une annonce de principe de Alila Alaïef qu'il va démissionner, chose que nous saluons. Dès qu'il y aurait ça, les élus de l'Alliance démocratique, et je pense tous les élus de l'opposition, selon la feuille de route de Carlet, rejoindront la Constitution. Si on voudrait terminer cette Constitution en 4 semaines, on devrait travailler dès aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait jamais voir le demi-verre vide, de verre plein, et surtout se dire entre tout le monde, mais quelles que soient nos prises de position les uns envers les autres, quel que soit l'historique, quelles que soient les blessures qu'on n'a pas à notre choix à part ce dialogue-là, et c'est ce que nous disons aux Tunisiens, et c'est ce que nous proposons aux Tunisiens, et je pense que l'Alliance démocratique, le petit parti en termes d'âge que nous formons, joue aujourd'hui un grand rôle dans cette dissolution de la crise. Merci beaucoup, merci Simahdi Ben Ralbi. Je rappelle, élu retiré de l'ANC, membre du bureau politique du parti de l'Alliance démocratique. Enis en remettra notre rendez-vous pour demain matin, 8h30, dans le vif de la Constitution, avec le chapitre des libertés. Avec les principes généraux de la Constitution. Les principes généraux, demain à partir de 8h30. Je remercie Nawel Saïdi, votre ami Afef. Demain, à partir de 6h, dans votre réveil malin de RTCI à 9h, Mohamed Ali Chef vous présente le flash de l'actualité. Bonne journée à toutes et à tous et au revoir.